Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que rien fonctionne comme prévu, voilà, le temps m'agace, mon ordinateur m'agace, le montage de mes vidéos CapCut m'agace, cette voiture qui passe dans la rue et qui s'entendra sûrement sur le podcast m'agace. Je vais donc partir sur un épisode de podcast simple à faire. Simple à enregistrer parce que j'ai aucune préparation à faire en amont et je vais juste vous parler d'un sujet qui pour le coup n'est pas simple. Mais au moins j'ai pas de préparation à faire en amont, j'ai pas de montage à faire, ça va être rapide. Oh les tracteurs, sérieux là! On est en pleine confession, le micro et moi. J'en peux plus. Bref, du coup, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui revient très fréquemment, que je ne veux pas forcément aborder, que je ne vous laisse pas aborder sans que ce soit moi qui le décide. On va parler de mon infertilité et de ce qui s'est passé quand j'ai appris que j'étais infertile. Donc il faut savoir que je suis avec mon conjoint depuis bientôt 10 ans, et j'ai appris mon infertilité en 2019. Mais du coup, comment ça s'est passé ? J'ai arrêté la pilule en même temps que mon traitement pour la thyroïde été 2018. Je travaillais dans un resto et ça me saoulait, j'en pouvais plus de la pilule et je sais pas, j'ai pété un plomb, j'ai arrêté la pilule. Et on est passé au capote en attendant de me faire poser éventuellement un stérilet, enfin voilà, et on est repassé au préservatif je crois. Mais en gros j'ai envoyé péter la pilule parce que j'en pouvais plus des effets secondaires que j'avais. Donc j'arrête la pilule été 2018, je sais pas, au mois de mai, au mois de juin, quelque chose comme ça. Et en octobre ou en novembre, mes règles ne sont toujours pas revenues. Je décide donc quand même d'aller consulter et je prends rendez-vous avec une sage-femme. Je sais plus si c'est une sage-femme qui m'a été conseillée ou si c'est une sage-femme que j'ai trouvée sur internet. Je crois que c'est une sage-femme que j'ai trouvée sur le site Ginenco. Je vous ai déjà mis le lien du site internet dans des podcasts précédents parlant de sexualité si ça vous intéresse. Et donc je prends rendez-vous avec cette sage-femme sur le site Ginenco, j'ai rendez-vous avec elle, tout se passe nickel, je lui explique que voilà, je veux me faire poser un stérilet, mais que j'ai pas mes règles depuis X temps, ça faisait... je me demande si ça faisait pas plus que ça, je me demande si c'est pas été 2017 que j'ai arrêté ma pilule, et octobre 2018 que j'ai été voir la sage-femme, parce que j'avais plus d'1 an d'aménorrhée, ça faisait plus d'1 an que j'avais pas eu mes règles. Donc oui, c'est ça, c'est été 2017 quand je travaillais au resto. Bref, donc plus d'1 an que j'ai pas eu mes règles, je vais chez la sage-femme, on en parle, et elle me dit quand même c'est pas normal, on va faire une échographie et puis une petite prise de sang, et voilà, et en attendant, bah vous prenez un médicament pour provoquer les règles, et en fonction du résultat, bah nous on trouvera une date pour poser le stérilet. Et là j'attends encore un moment, parce que... je prends un premier rendez-vous chez un gynéco grossophobe avec qui ça va pas bien se passer du tout. Enfin bref, ça vous connaissez déjà l'histoire. Bref, donc, été 2019, j'apprends que j'ai le SOPK, mais j'en sais pas plus que ça. Je pars en vacances avec mon chéri. Et en fait, tout se déroule un soir, comme ça, pendant les vacances. Je crois que c'était au mois de juin. Oui, parce qu'après je travaillais en juillet. Juin 2019, et en fait je décide d'aller regarder sur internet qu'est-ce que c'est que le SOPK, parce que bah je connaissais pas. Et je découvre ce que c'est que le SOPK. J'ai passé des heures sur internet une nuit, je me souviens. Mais des heures et des heures à regarder sur internet, à voir que des femmes avaient mis 10 ans à tomber enceintes. Et faut savoir qu'avant ça, bah moi j'avais prévu de me faire poser un stérilet, c'est-à-dire que 6 mois avant, j'avais prévu de me faire poser un stérilet, j'avais pas fini mes études, et moi j'en avais déjà rigolé avec mon copain, je lui ai dit mais moi je tombe enceinte aujourd'hui, j'avorte direct. Pour moi c'était même pas une option d'avoir un enfant à cette période-là. Et j'apprends qu'avoir un enfant ce sera pas facile. Et en fait, il faut savoir que dans mon tempérament, dans mon moi, dans ma manière d'être, quand je suis face à une épreuve, il faut que je réagisse tout de suite, et en fait j'ai tendance à tout mettre en œuvre tout de suite. C'est-à-dire que si je suis face à un mur, je vais pas essayer de contourner le mur, non, je vais l'escalader avec des grappins, je vais faire venir un ascenseur, je vais faire venir un truc pour écraser le mur, alors que ça se trouve j'avais juste à faire le tour. Et en fait je réfléchis pas et je fonce tête baissée dans le mur, il faut que je passe à travers le mur, alors que ça se trouve je peux passer à côté ou au-dessus du mur, tu vois ce que je veux dire ? Et donc là c'est pareil, et donc il faut que je fasse quelque chose. J'apprends que je suis infertile, mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose et que je prenne le problème à bras le corps. Donc j'ai 19 ans et je vais dire à mon chéri bon bah écoute on arrête les capotes et je vais pas me faire poser le stérilet.
Lui, il me dit, bah ok, d'accord, pas de souci, tu vois. Et à savoir qu'à cette époque, j'en ai pas trop parlé. Enfin, vraiment, j'ai pris la décision, mais en fait, il y a que moi qui a pris la décision. Lui, il a pas été concerté dans cette histoire. J'envoie un message à ma sage-femme et je lui dis, bah écoutez, j'aimerais qu'on maintienne le rendez-vous pour début juillet, mais par contre, on va pas faire le stérilet. C'est pas possible. Donc j'y vais, début juillet, je lui pose des questions, je pleure, elle m'explique tout de A à Z, enfin vraiment 1 heure de consultation horrible où je fais que pleurer et où je comprends ce qui se passe. Elle m'explique un peu comment font les femmes pour tomber enceinte, quand elles n'y arrivent pas naturellement, etc. Parce que moi j'y connaissais rien avant cette nuit sur internet, quoi. Et voilà, elle me fait pas payer, elle est adorable, elle me dit ben non, je vais pas vous faire payer, j'ai juste répondu à vos questions, enfin bref. Un amour cette sage-femme. Et là où c'est parti en couille, c'est que comme je vous ai dit, il fallait absolument que je fasse quelque chose. Donc moi, à peine rentrée de vacances, je vais chez mon médecin traitant. Et je lui dis, ça fait 1 an qu'on essaye d'avoir un enfant, ça fait 1 an que j'ai arrêté la pilule, ça il le sait parce que ça fait 1 an qu'il me la prescrit plus. Ça fait 1 an que j'ai arrêté la pilule, je suis toujours pas tombée enceinte, je veux aller en PMA. Sauf que c'est pas vrai, parce que ça fait que 1 mois qu'on a arrêté les préservatifs, tu vois. Mais ça je m'en fous, je sais qu'il faut 1 an d'infertilité pour aller en PMA, y a pas de souci. Mon médecin il croit que ça fait 1 an que j'ai arrêté, enfin il sait que ça fait 1 an que j'ai arrêté la pilule, y a pas de souci, je joue là-dessus. Mon médecin me fait la lettre, je prends rendez-vous en PMA, j'ai rendez-vous au centre de PMA de Metz, je crois en septembre ou en octobre, quelque chose comme ça. Donc ça a été extrêmement vite, ça a été extrêmement rapide et ça a été extrêmement dévastateur. Il faut savoir qu'à cette époque, donc je commence la PMA. J'augmente mes heures au resto, je travaille de plus en plus, j'ai de plus en plus de responsabilités. À côté de ça, mes maladies continuent de s'aggraver et de se déclarer entre elles, et donc mon état de santé se détériore. Je suis une bombe à retardement, je suis insupportable, vraiment, je pense que c'est une des pires périodes de ma vie. Donc on fait la PMA pendant un temps, pas très longtemps en soi, hein. Ah si, quand même, si on est en 2019. Bref, on commence les rendez-vous PMA, je crois que j'ai ma première injection peu de temps avant le Covid, on fait tous les examens, l'hystérosalpingographie, on fait... comment ça s'appelle? On fait le spermogramme pour Julien, etc. etc. Et on continue les examens, enfin on fait les examens qu'il y a à faire, et bah voilà, enfin la PMA c'était assez compliqué, en fait c'était rude et c'était lourd, et il y avait beaucoup de choses, et ce qu'il faut savoir c'est qu'encore une fois j'en ai pas parlé à Julien, moi j'ai tout fait, pour moi j'étais persuadée que c'était bon quoi, enfin si moi j'avais envie d'un enfant, il avait forcément envie d'un enfant aussi quoi, mais non, Gabriel, j'ai été beaucoup trop vite, le mec il est passé de 6 mois avant... je fais un avortement si je tombe enceinte, vite, éjacule dans un gobelet pour voir si on peut avoir un bébé, quoi. Et ma grosse erreur, ça a été de pas du tout prendre en compte ce dont lui, il avait envie, et lui, sa grosse erreur, ça a été de vouloir laisser faire pour me faire plaisir. Donc à cette époque, je vais pas bien du tout, on fait la PMA pendant un temps, puis arrive le Covid, donc le centre de PMA ferme au début du Covid, et c'est la dernière fois qu'on va aller en PMA, c'est à ce moment-là, je crois que c'est février 2020, du coup c'est notre dernier rendez-vous, je crois que c'était une échographie ou un truc comme ça, de toute façon les injections n'avaient rien fait, j'avais pas ovulé, enfin bref, c'était notre premier cycle, vraiment on a fait qu'un cycle d'injections simples, tu vois. Donc il y a le Covid, qui nous fait arrêter la PMA. Ensuite, en septembre, avec Julien, on s'est séparés. On s'est séparés pendant moins de 2 mois. Parce que justement, il y avait trop. Il y avait le Covid, il y avait la PMA, il y avait mes maladies, il y avait le travail. Et j'étais une boule de nerfs, c'était horrible. Et en fait, c'était ingérable. C'était ingérable pour Julien et il a eu besoin de prendre du recul. Après, je vous le rappelle, on s'est mis ensemble, on avait 14 et 16 ans. Là, on était à un âge où on rentrait vraiment dans l'âge adulte. Et on a eu besoin de ça. On a eu besoin de cette petite séparation pour comprendre qu'on s'aimait, qu'on voulait faire notre vie ensemble, mais que par contre, il y avait des choses à revoir. Mais ça, si ça vous intéresse, je vous en reparlerai, c'est pas un souci. Et donc pendant tout ce temps, moi je n'ai toujours pas de contraception, hein, on continue à coucher ensemble normalement, et il n'y a toujours pas de bébé, j'ai jamais eu de grossesse, j'ai jamais fait de fausse couche, je n'ai toujours pas mes règles, je ne supporte pas du tout le traitement pour provoquer les règles, le Dufaston, c'est une horreur. Et voilà, et ensuite du coup on se remet ensemble et on n'en parle plus. Il n'est plus question de PMA, il n'est plus question de... Il n'est plus question de PMA, c'était trop lourd, c'était trop dur, c'était trop rapide, c'était trop... Voilà. Et donc ça, c'était en 2020. Donc ça va faire 4 ans. Ça fait 5 ans
qu'on a arrêté toute contraception, donc ça fait 5 ans que je n'ai pas d'ovulation, que je n'ai pas de règles, que je ne tombe pas enceinte, voilà. Ça fait aussi 5 ans que je ne suis pas du tout médicalisée. À part ce petit passage en PMA où on a fait quelques examens, enfin où on a fait les examens et quelques traitements, voilà, je n'ai absolument aucun traitement médical et je ne fais rien de non médical pour m'aider à tomber enceinte parce que je l'ai fait pendant un temps, de prendre ma température tous les matins, de prendre des compléments alimentaires, machin, ceci, cela, de faire des tests d'ovulation, de faire des massages spéciaux, tu vois, de faire des trucs un peu micro-kiné, machin, truc muche. C'est tout autant dévastateur parce que comme dit précédemment, moi il me faut... à problème concret, il me faut une action concrète et m'emmerder à prendre ma température tous les matins, à manger du fenouil ou à aller voir un micro-kiné pour payer 80 balles la séance pour que le mec passe des objets au-dessus de mon ventre, ce n'est pas une action concrète. Ce n'est pas une action concrète et c'est beaucoup trop d'énergie dépensée pour qu'il ne se passe rien. Donc j'ai décidé de ne jamais me tourner, enfin vraiment pendant toutes ces années, là jusqu'à aujourd'hui, il est absolument hors de question que je me tourne vers des médecines alternatives pour essayer de tomber enceinte parce que c'est beaucoup trop d'énergie. C'est comme tous les trucs du genre faut que tu fasses faut que tu manges une alimentation anti-inflammatoire, patati, patata. Non. C'est beaucoup trop d'énergie, c'est beaucoup trop de culpabilité, c'est beaucoup trop de charge mentale pour aucun résultat réel. Tant mieux s'il y a des gens chez qui ça marche, mais moi c'est médical. Si je n'ovule pas, c'est médical, c'est mes hormones qui ne fonctionnent pas, je le sais. J'ai essayé les compléments alimentaires, j'ai essayé les prises de température, j'ai essayé toutes les médecines alternatives en même temps que la PMA, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant je ne veux plus en entendre parler. Quand on me dit arrête d'y penser, si ça vient pas c'est que c'est pas encore le bon moment, prends des bains avec des feuilles de tilleul dedans. Non, vraiment, je ne supporte pas ça, j'exècre complètement ce genre de conseils à la con, et ceux qui me suivent le savent, mais vraiment, quand je fais une vidéo qui parle d'infertilité, et qu'il y a des connards qui viennent et qui me disent « T'as essayé de faire l'amour 14 jours après tes règles ?» Ben non, j'y avais pas pensé, vraiment. S'il y a des gens qui écoutent mon podcast et qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas au fait de l'infertilité, et tout ça, arrêtez, je vous en supplie de dire des trucs comme ça. Arrêtez de dire « ça viendra quand tu t'y attendras pas, c'est parce que t'y penses trop, c'est parce que c'est pas le moment. » Ta gueule. Ferme ta gueule. Vraiment, mais je le dis du plus profond de mon cœur, fermez vos grandes gueules. Si quelqu'un ne vient pas vous voir en vous disant « bonjour Untel, je n'arrive pas à procréer, peux-tu me donner des conseils s'il te plaît ?» Fermez vos gueules, ne dites rien. Écoutez la personne, dites-lui que vous la comprenez, enfin que vous êtes là pour elle, que vous êtes une épaule sur laquelle pleurer, et que si elle a besoin de se changer les idées, vous êtes là, etc., etc. Mais ne donnez pas des conseils à la con, c'est insupportable. Ça n'a jamais aidé aucun couple en infertilité d'entendre des gens qui tombent enceintes, qui font des enfants comme s'ils allaient chercher du PQ chez Leclerc, dire « non mais il faut faire ceci ou il faut faire cela ». Non, toi t'as de la chance, la nature t'a aidé, ton corps fonctionne comme prévu, c'est super, c'est pas mon cas. Il faut aussi savoir que l'infertilité dans un couple hétérosexuel, c'est extrêmement courant. C'est 3 couples sur 10, quelque chose comme ça, en 2020. Donc c'est peut-être même plus encore aujourd'hui. Donc en fait, chaque couple à qui vous donnez des conseils à la con est vraiment très potentiellement un couple en infertilité. Donc il n'y a pas de « ah mais je savais pas ». Si, maintenant tu sais. Ferme ta gueule, ne dis pas des trucs comme ça. Gardez pour vous vos réflexions à la con. Vraiment je crois que le pire c'est le ça viendra quand tu t'y attendras pas quoi. Bah pars en vacances, ça ira mieux, t'y penses trop. Non, j'y pense pas trop ma belle. Quand t'es en PMA, vraiment les gens qui disent t'y penses trop, c'est des privilégiés qui savent pas ce que c'est que de devoir médicaliser la procréation. Parce que vraiment, quand t'es en PMA, pour vous faire un schéma simple, sur quelque chose de simple comme ce que j'ai fait, la stimulation simple parce que je n'ai pas fait le plus dur, tu dois prendre des traitements tous les jours à heure fixe, tu dois te trimballer ton traitement dans une petite pochette isotherme parce qu'il faut que ce soit rangé au frais, il faut que tu te fasses des piqûres dans le bide, il faut que tu prennes des cachets à heure fixe, il faut que tu notes ta température tous les matins et il faut que tu aies un rapport sexuel tel jour, à telle heure, à tel moment, de temps, il faut que tu n'utilises pas de lubrifiant ou alors un lubrifiant spécial, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges, il faut que tu fasses attention à ce que tu fais après avoir fait l'amour, surtout il faut pas que tu fasses trop l'amour parce que sinon les préservatifs
préservatifs seront de mauvaise qualité, mais il ne faut pas que tu fasses pas assez l'amour non plus. Et puis des fois, tu vas te lever à 7h du matin, il faudra que tu ailles à l'hôpital faire une échographie avant d'aller au travail, etc., etc., etc. Donc arrêtez de dire que quelqu'un qui n'arrive pas à avoir un enfant, c'est parce qu'il y pense trop. Parce que quand tu médicalises ta procréation, tu es obligé d'y penser 24 heures sur 24. D'accord, les médecins te disent à quelle heure tu dois faire l'amour pour espérer tomber enceinte. Donc vraiment, cette phrase du « t'y penses trop », foutez-vous là dans le cul, mais avec une violence, vraiment. Je rêve d'un monde où plus personne ne dirait ça, quoi, parce que je n'ai plus aucune patience. En 2024, je n'ai plus aucune patience et plus aucune compréhension pour les femmes qui te regardent et qui te disent des trucs comme ça, et après elles disent « Ah mais je savais pas ». Bah renseigne-toi et ferme ta gueule. Parce que ça ne concerne que la procréation médicalement assistée, mais il y a les fausses couches aussi. Quand vous dites à quelqu'un si t'arrives pas à tomber enceinte pour l'instant, c'est que c'est pas le moment. Tu dis potentiellement ça à quelqu'un qui vient de perdre son bébé. Enfin, c'est des trucs... Globalement, ne parlez pas. Si quelqu'un vous dit qu'il a des problèmes pour procréer, n'en parlez pas. Soyez juste compatissant et là pour lui. Et par pitié, arrêtez de poser des questions du genre « c'est quand tu tombes enceinte, c'est quand tu fais un bébé, et c'est pour quand le deuxième, et patati, et patata ». Ça te regarde pas, Michel. Ferme ta gueule. La maternité, la procréation, le fait d'avoir des enfants dans un couple, tout le processus pour tomber enceinte et fonder une famille, c'est tellement difficile pour certaines personnes. N'en parlez pas. Ce n'est pas un sujet que vous pouvez aborder comme ça. Non, c'est pas un sujet léger. C'est pas un sujet à prendre à la légère. Ne parlez pas au couple. Enfin, ne parlez pas aux gens de quand est-ce qu'ils vont faire des enfants, pourquoi ils font pas d'enfants, comment ils font pour avoir des enfants. N'en parlez pas. Il y a tellement d'autres sujets de conversation. N'en parlez pas. Bref, tout ça pour dire que je ne sais plus où j'en étais avant cette petite aparté pour dire aux gens de fermer leur bouche. Donc nous, on s'en est arrêté là, voilà, pour la procréation médicalement assistée. J'ai décidé de ne pas continuer à médicaliser ça et surtout de ne pas le faire de manière naturelle ou tu sais, les médecines alternatives, etc. Voilà, donc mon infertilité, je la vis bien au quotidien parce que bon, ça fait 5 ans, tu vois ce que je veux dire? D'un côté, t'as l'impression que plus c'est long, plus c'est dur, mais en même temps, tu t'habitues. Tu vois, il y a une partie de moi qui se dit, bah, tant pis, je suis pas enceinte ce mois-ci, bah, c'est un mois de plus où je vais pouvoir continuer à fumer, c'est un mois de plus où j'accoucherai pas là, on est heureux à deux. On est hyper heureux à deux, notre rythme, il marche bien, notre couple marche bien, notre famille avec les animaux marche bien. Je veux un enfant. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à cadenasser cette envie pour que ça ne soit pas un besoin. Je n'ai pas besoin d'un enfant dans l'immédiat. J'en rêve, bien sûr. Il y a plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, je me dis « Oh putain, et comment je vais annoncer la grossesse, et ceci, et cela, et je veux absolument tomber enceinte. » Et des fois, j'en pleure, il n'y a pas de souci, parce que je veux être mère. Mais en même temps, ce n'est plus un besoin fondamental. Le reste du temps, bah... j'arrive à relativiser le fait que, bah ok, bah, je suis pas enceinte, je suis pas maman, mais c'est pas grave en fait. On n'a pas besoin de ça pour être heureux. Si demain je tombe enceinte et que je mène une grossesse à terme et que j'ai un enfant en bonne santé, on sera les plus heureux du monde. Mais je suis tout aussi heureuse aujourd'hui en fait. J'ai pas besoin de cet enfant pour être heureuse. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à gérer plus sereinement mon infertilité. Puis voilà, c'est tout, hein. J'ai rendez-vous en octobre chez une spécialiste pour éventuellement recommencer à médicaliser un petit peu la chose, parce que par contre, il faut bien accepter qu'au bout d'un moment, si on ne se fait pas aider médicalement, il se passera rien. Donc j'en ai parlé avec Julien, il est ok. Bien entendu, je m'adresse à ceux qui écoutent le podcast. Vous êtes très peu à écouter le podcast sur ma communauté. Chaque semaine, il y a genre 80 personnes qui écoutent un épisode de podcast. Donc celui-ci ne va peut-être pas être le plus écouté. Donc je vous serais gré de ne pas parler de ce que vous entendez dans le podcast et de ce que je vais dire ensuite en dehors du podcast. Voilà, n'en parlez pas. N'en parlez pas en live, n'en parlez pas sur les vidéos, ne m'en parlez pas en message privé. Voilà, vous l'avez entendu, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé à ceux qui écoutent le podcast parce que si vous écoutez le podcast, c'est que vous êtes fidèles et que vous me suivez vraiment et que vous vous intéressez à tout mon contenu. Mais n'en parlez pas, s'il vous plaît. Si vous en parlez... si j'entends en live ah Gab, j'ai écouté ton podcast, alors comme ça tu vas retenter la PMA, je vous bloque. Voilà. Je bloquerai parce que j'estime que même si le podcast est public, je sais qu'il y a très peu de personnes qui l'écoutent et c'est ma vie privée.
je choisis de divulguer cette information-là aux abonnés les plus proches de moi, qui me suivent réellement, parce que ce n'est pas un secret non plus, mais je ne veux pas que cette information soit divulguée à n'importe qui, donc je vous serai gré de respecter cela et de prendre les informations que je vais vous donner et de les garder pour vous. Voilà, et du coup, j'en ai parlé à Julien quand j'ai eu rendez-vous chez une sage-femme début... Je sais plus quand j'ai eu rendez-vous chez la sage-femme. Je lui ai dit, bah écoute, je vais chez la sage-femme, est-ce que je peux lui parler du fait qu'on essaie de faire un enfant et tout machin? Il m'a dit oui. On en a reparlé vite fait, et du coup, j'ai rendez-vous en octobre avec une gynéco à Pau. Une gynéco spécialisée pour peut-être remédicaliser le parcours, mais tranquille, tu vois. J'ai pas envie de repartir en PMA à fond, mais peut-être que s'il suffit de prendre un traitement de temps en temps pour essayer de reprovoquer une ovulation naturelle, why not? Je suis pas encore prête à refaire tous les examens, je suis pas encore prête à me taper des échographies, des machins, des bidules, sachant qu'avec le métier de Julien, j'ai un peu peur de la complexité de la chose. Normalement, il part en mission en début 2025, donc bon, ça sert à rien de... Enfin, normalement, c'est avec l'armée, on sait jamais. Mais bref, on sait qu'il y a des périodes où il sera pas là, donc... je veux juste prendre la température auprès des médecins et demander comment ça va se passer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, c'est tout. Donc je vous annonce juste à ceux qui me suivent que potentiellement je vais recommencer à médicaliser mon parcours de procréation pour espérer tomber enceinte bientôt. Voilà, c'est tout. Je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, je sais pas si vous aviez des questions. C'est un sujet que j'aborde très peu parce que comme dit précédemment, toutes les réflexions à la con me gonflent et je ne les supporte pas. Je ne supporte pas les réflexions à la con, d'autant plus qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont hyper culpabilisantes. Enfin, quand vous dites à une femme arrête d'y penser, c'est pour ça que tu tombes pas enceinte, mais vous êtes en train de lui dire si t'arrives pas à tomber enceinte, c'est à cause de toi en fait. C'est hyper culpabilisant. Et si je pouvais foutre une baffe dans la gueule à toutes les personnes qui disent ça, je le ferais avec tellement de plaisir. Sur ce, voilà, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Contrairement à d'habitude, je vais te demander de ne pas m'envoyer de messages vis-à-vis de ce podcast parce que je n'ai pas... C'est un sujet qui reste quand même délicat et que je cadenasse, vous le savez, et je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, donc là j'en parle sur le podcast, mais je n'ai pas envie d'avoir vos retours. Alors si c'est pour me dire que le podcast vous a plu et qu'il vous a intéressé, il n'y a pas de souci. J'ai pas envie de lire vos anecdotes, j'ai pas envie de lire comment votre tonton René est tombé enceinte en partant en vacances 2 semaines. Je n'ai pas envie de lire les drames que vous avez vécus, je suis désolée mais je suis honnête. J'ai pas envie de me remplir de la négativité qui est liée à tout ça, qui est liée à l'infertilité. Je l'évite au maximum, c'est pour ça que j'en parle très peu, parce que c'est une négativité qui me fait peur, qui me fait mal et qui m'angoisse. Donc voilà, j'espère que vous saurez respecter ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et bien entendu, si j'ai envie de vous en reparler, je le referai en temps voulu, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou autres. Ne vous inquiétez pas, si j'ai des informations que je juge nécessaire de vous donner à propos de mon infertilité, de mon état de santé, d'une éventuelle grossesse ou d'une éventuelle PMA, je vous le dirai, vous serez informés quand j'en aurai envie. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles.